François Bon, tiers livre, l'atelier d'écriture hebdomadaire, c'est un cycle qu'on a intitulé Au plus simple, enfance, mais enfance 1, enfance 2, plein d'autres, donc on a mis un S à enfance. Il ne s'agit pas d'aller faire un travail autobiographique, il s'agit de revenir à la perception du monde depuis l'enfance et est-ce que ça peut nous aider là à nous régénérer, nous renforcer là dans toutes ces obscurités, ces secousses, ces violences qui nous entourent, et c'est pas du luxe. C'est pour ça qu'on a fait quelque chose de très simple. Très simple, ça n'empêche pas, à mesure d'arriver sur des choses un petit peu funambules. Funambule, ça veut pas dire qu'on fait de la virtuosité d'écriture, ça n'a jamais été le propos, encore que le mardi, dans les ateliers en direct, qu'est-ce qu'on aiguise, mais plutôt de revenir à des thèmes qui soient en eux-mêmes des questions. C'est-à-dire que ce qu'on ouvre, c'est tout simplement un laboratoire partagé par autant de participants qu'il y a là, à accumuler les contributions. Alors, vous savez que je reprends à chaque fois, l'intuition est partie de ce fractionnement dans Enfance berlinoise de Walter Benjamin, tellement magnifique, énigmatique, texte publié seulement de façon posthume, qui comporte 32 approches distinctes, indépendantes, et Nathalie Sarraute, qui, elle, dans ce livre majeur qu'est Enfance, écrit quand elle a 84 ans, produit, elle, 68 approches. Et chaque fois, tout à l'heure je relisais Cachette chez Walter Benjamin, tiens, est-ce qu'on a l'équivalent chez Sarraute? Ou bien là, chez Sarraute, il y avait un travail sur la voix, sa voix de petite fille. Et nous, justement, la semaine dernière, on est parti avec Ryoko Sekiguchi sur le souvenir des voix. Alors, ce soir, je voudrais entrer dans un livre pour moi majeur sur ces questions-là, Jean-Loup Tressard, L'espace antérieur. Mais petite rétention en amont, petit temps là d'introduction ou de prologue. Est-ce que vous vous souvenez, regardez-moi, c'est dans l'état dans lequel est ce Pléiade tome 2 de Franz Kafka, est-ce que vous vous souvenez de Odradek? Je ne sais pas comment ça se prononce, Odradek. O-D-R-A-D-E-K, mais oh là là, le tchèque, c'est tellement difficile à prononcer. Si vous prenez le titre en allemand, Der Sorge des Hausvaters, excusez la prononciation, mais c'est traduit en général, en tout cas là, par Alexandre Vialat, tout simplement, traduction historique. Le souci du père de famille. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit d'un texte, oh là là, qui peut être long, considéré là dans ses pratiques de cahier au quotidien de Franz Kafka. Vous voyez, ça fait une bonne page et demie du Pléiade. Alors, Odradek. Alors, si on interprète ça au ras des pâquerettes, nous, on avait ça autrefois. Bobine de fil, et ces histoires de bobines, là, du coudre, du fil, etc. On trouve ça à la fois, là encore, chez Nathalie Sarraute, que chez Walter Benjamin et chez Jean-Loup Tressard. Chez Walter Benjamin, c'est carrément l'inventaire par l'enfant de la corbeille à ouvrage, là, de la mère, avec le petit dé à coudre là, qu'on se glisse sur le doigt, sa surface dorée, rugueuse, et puis les aiguilles dans le petit taffetas qu'on plante. Je commence à installer mon truc, donc les fils de différentes couleurs, et puis l'œuf à repriser, cette espèce d'œuf en bois poli. Qu'est-ce que c'était beau, ces choses. Je pense que maintenant tout ça c'est évanoui. Mais quand on récupérait ces bobines de fil qui servaient à la machine à coudre Singer qu'il y avait dans toutes les maisons, parce que c'était un artisanat évidemment, la société a tellement changé, mais c'est pas ça qui nous concerne. C'est juste que pour aller à Odradek, alors nous on appelait ça les tricotins, c'est-à-dire sur ces bobines, là évidemment au milieu il y a un trou, l'axe sur lequel on l'enfile sur la machine, il y a les deux chanfreins pour que le fil soit bien enroulé comme ça, et puis
sur le dessus, on plantait 4 clous. Plom, 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 plom. Et ensuite, on passait des brins de laine récupérés par le trou central. On les passait à travers les clous, ça je ne saurais plus du tout faire. Et puis, avec ces tricotins, on pouvait fabriquer de façon élémentaire des bouts de tissu un petit peu harlequins de diverses couleurs en fonction là, de ces retaillons là, ou retaillots là, qu'on récupérait. Et ce que décrit Kafka ressemble en gros à ça. C'est ces petits jouets d'enfants. Et moi, ce serait ça la séance d'aujourd'hui. C'est en quoi, pour l'enfant, chaque jouet devient un monde. Mais un jouet, c'est pas forcément le luxe, là, dans tous les déballages commerciaux là, de l'avant Noël, c'est pas ça. C'est toutes petites choses qui sont, qui happent l'imaginaire, qui servent j'allais dire, de focale à l'imaginaire, et pour se constituer en tant que cette focale déconstruisant, devenant prisme à l'imaginaire pour refabriquer des constructions qui, elles, sont bien au-delà du petit jouet qui est, on dit, objet transitionnel dans certains vocabulaires pour les peluches, et tout, suppose de déconstruire l'objet. C'est-à-dire qu'on va le regarder dans la moindre de ces parcelles, le moindre de ces petits fonctionnements, le moindre de ces rouages. C'est parce qu'on l'aura, en gros, éclaté, déconstruit, comme en tant qu'un enfant démonte un réveil matin. Alors, ça aussi, maintenant, ça n'existe plus, les réveils matins à démonter, mais c'est par cette approche éclatée de l'objet que le mot ou le nom jouet réunit et assemble dans une unité, que cette disparité ou cette résistance ou cette complexité va permettre de structurer l'imaginaire et de traverser pour s'installer au-delà du jouet. Et l'enfant contemple. Ça peut être comme dans Jean-Loup Trassard dont je vais vous parler, 3 billes dans le fond de la poche. Et puis c'est le détournement. Bon, moi, surtout, je me fais une règle de jamais parler de ma propre biographie là-dedans, mais nous, on vivait dans un garage. Par exemple, ces petits boîtiers de clignotants de 2 chevaux, ça tombait souvent en panne. Le truc, tu tournais, tu avais code phare. Et puis, si tu levais en bas ou haut, ça faisait clignotant, et puis tu appuyais, puis il ressort, bzzz, en gros, c'est avec ça qu'on jouait. Mais au-delà deck. Je vous le mets dans les documents joints, mais bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui fait partie du bagage commun. Il y a tellement eu de commentaires, dire là, moi, j'aime pas lire ça, des interprétations psychanalytiques. Non, mais fichez-nous la paix avec ça. Non, c'est un petit tricotin. Mais ce petit tricotin, quand on le cherche pas, on se prend toujours les pieds dedans. Il était là, plein milieu de l'escalier. Et puis quand on le cherche, au-delà deck, on le trouve pas. Est-ce qu'il est dans le fond du carton à jouer? Est-ce qu'il est perdu là derrière le lit? Pas moyen de remettre la main dessus. Et quand on en parle, ce qui est très étrange, c'est que là, c'est tout le texte est sur Odradek. Et la preuve qu'il se déplace sans arrêt, comme ça, du grenier à la cave, n'importe où dans la maison, c'est qu'on le surnomme Odradek, voudrait dire sans domicile fixe. Il n'a pas de lieu pour lui. Et qui dit ça? Eh bien, c'est lui, c'est le jouet, c'est l'objet. C'est ce qui est très étrange dans le souci du père de famille, le Odradek de Franz Kafka, c'est que on n'a pas, là pour moi c'est ça le thème, c'est ça l'incise ce soir, on n'a pas l'auteur qui se met à parler du jouet, mais l'auteur, justement parce que c'est votre secret, c'est l'autobiographie, ça reste là en amont, on n'en parle pas. On se retire soi-même de cette médiation entre le texte et le jouet. Donc qui reste pour écrire le texte? Il reste l'objet, il reste le jouet. Mais le jouet, justement, c'est pas un objet banal. C'est un objet qui devient sujet de l'imaginaire, sujet dans le dialogue qu'il a avec vous. L'enfant parle à mesure qu'il touche son truc. Alors, tiens, j'avais ça.
c'est beau mes petits scotch, ça sert à tout ces petits scotch électriques isolants. Moi, je m'en sers là même pour les appareils pour te souvenir là qu'il faut appuyer sur le micro à tel endroit, où tu cales, où tu resserres. L'autre jour, je m'en suis fait piquer un qui a osé me voler mon scotch. C'est un enfant de 6 ans en plein CP, le moment où il est en train d'apprendre à lire et à écrire, et je peux l'emmener chez moi. Vas-y, emmène-le. À quoi il jouait avec son... Qu'est-ce qu'il en a fait de son scotch? J'en sais rien. Peut-être je le saurai, peut-être je le saurai pas. Mais c'est ça. Alors, chez Walter Benjamin, j'ai parlé là de la boîte à ouvrage. C'est là où on descend tout près, au plus près des objets. Bizarrement, il n'y a pas vraiment de jouets, mais vous savez qu'il y a une diffraction énorme sur les questions des objets d'écriture et de lecture. La boîte avec des lettres dedans. On a fait ça, on a vaguement évoqué quand on a parlé des boîtes et des armoires. Donc je vais laisser Benjamin un peu tranquille. Dans Nathalie Sarraute, presque au tout début, il y a ce magnifique passage, mais ça revient évidemment, il y a plusieurs choses, mais c'est ce moment où on déballe une grande poupée. Cette poupée, là encore, c'est pas... c'est ici, c'est 2 pages. C'est pas la question de décrire le jouet, la poupée, c'est... On défait de son emballage de papier brun, quand je vous dis déconstruction, une grande boîte de carton. On enlève le couvercle, les papiers de soie, et on découvre, couché les yeux fermés. Et tout d'un coup, le corps qui est déjà vivant, une énorme poupée. Elle a des boucles brunes, ses paupières sont bordées. Et là, du coup, la déconstruction, l'éclatement du jouet. C'est bordé de cils longs et épais. 3 points, c'est elle, virgule. Je la reconnais, virgule. C'est celle que j'avais vue à Paris dans une grande vitrine illuminée. C'est-à-dire qu'on reprend la distance. C'est-à-dire que c'est l'intuition de l'objet vu à distance qui provoque cette espèce de désir qui est déjà ce par quoi se canalise l'imaginaire pour se fabriquer ailleurs. Il était assis dans un fauteuil, à ses pieds était un carton où il était écrit « Je sais parler ». Et pour Sarraute, qui est entre toutes les langues et qui nous produit là, cette toile d'oralité, c'est pas quelque chose de neutre. Je la prends avec précaution, je la pose sur le divan. Donc là, c'est interaction du personnage, de l'auteur avec le jouet. Et là, nous, c'est cette interaction-là qu'on va enlever. C'est pour ça que Odradek m'intéresse. Odradek, il n'y a pas d'interaction. On ne sait pas qui raconte. Les uns disent que le mot Odradek a des origines slaves, cherche à expliquer sa formation à partir de cette hypothèse. D'autres prétendent, c'est bien que tout d'un coup, il n'y a plus d'auteur. Tu as des multiples interprétations, des multiples voix, et on a cassé l'instance de l'auteur. C'est pour ça qu'ensuite, Odradek peut devenir sujet et dire, sans domicile fixe, l'objet, le jouet, parle. Même si c'est un jouet, a priori, extrêmement simple, extrêmement humble. Il semble, en effet, qu'il soit entouré de fils. Au premier abord, on dirait une bobine de fils en forme d'étoile. Il semble bien, en effet, qu'il soit entouré de fils. Ça ne pourrait être, il est vrai, que de vieux bouts de fils cassés, de toute qualité, de toute couleur, noués bout à bout et embrouillés. Ouais, le embrouillé du jouet, comme il devient le embrouillé du texte. Mais là, tout d'un coup, c'est ce regard de tout près. Et c'est ça le regard de l'enfant. Tu prends le tout petit truc, la bobine avec ses fils et puis ses machins, et quand tu le regardes de tout près, ça devient un monde éclaté. Et ça, c'est le thème de ce soir. Et c'est donc si vous avez enfance, reprenez ce texte de la poupée, vous verrez la complexité de comment ça marche. Alors maintenant, il est temps d'en venir à ce livre, pour moi, je révère aussi, Jean-Loup Trassard, un auteur un peu plus âgé que moi, mais j'espère qu'il va bien et très bien. Il habite pas loin d'ici, dans la Mayenne. On s'est jamais croisés. Il est toujours resté là, dans sa maison de famille, pas loin de Laval, dans la campagne mayonnaise. La légende veut que très longtemps, c'est
ressources diurnes. C'était un travail de comptabilité d'administration pour la coopérative agricole de son canton. Voilà pour ce qu'on sait de Traçard. Évidemment, beaucoup de publications chez Gallimard, mais d'autres publications parce que monsieur photographie et voyage. Mais monsieur ne photographie pas la Mayenne et il voyage, ça peut être par exemple en Russie, tout à l'autre bout du monde, en Sibérie. Et il y a ce voyageur qui photographie autant qu'il écrit, et quand il revient, par exemple ce livre qui s'appelle « Des cours d'eau peu considérables », si vous pouvez le chercher, vous avez cette toute petite flaque, là, puis cette flaque elle se jette là, et puis ensuite là cette rigole, là il y a une buse pour que ça passe là sous le chemin, et puis ensuite ça rejoint un genre d'étang, et puis là il y en a d'autres, etc. Et suivre ces mini choses là dans le bout des champs, et tout d'un coup c'est un monde là encore totalement imaginaire. Alors l'espace antérieur, c'est un livre qui fait 200 pages et qui est entièrement construit. Et c'est ça pour moi qui est aussi une leçon comme ça, je l'ai jusqu'ici beaucoup plus utilisé. Le fait qu'on puisse lire un livre, évidemment, de façon continue. Un livre se présente de façon linéaire. Page 11, c'est le début du texte, et puis ensuite on continue jusqu'à la page 205, et on a toujours passé d'un récit à un autre, d'un récit à un autre. Et là, c'est simplement marqué, c'est pas simplement donc une continuité. Il y a toujours en haut de page un petit décalage qui lance, mais ce qui est lancé, ici, vous voyez, il fait... Qu'il ne me fasse pas mentir, le cher, ça fait 2 pages. Et puis on recommence, et celui-ci fait en gros 1 page. Et puis celui-ci, il fait une page un peu bien tassée. Et celui-ci, oh là là, il va faire 2 pages et demie. Et puis ensuite, celui-ci, oh là là, il fait aussi 2 pages. Mais on revient, une feuille d'arbre, et bien là, c'est juste 1 page, tout simplement. Et puis on continue. Celui-ci, il est un petit peu plus long, il va me faire tromper. Et entre 4 aiguilles cliquetantes tenues par le tricot d'une pointe de chaussette, mais froide à la plante du pied, je devais enfiler nu mon pied. Souvent ma mère interrompit mes jeux pour cette cérémonie aussi désagréable que tendre, car les courtes aiguilles métalliques chatouillaient. Moi ça me parle, maintenant ça aussi c'est fini. C'est la mère qui tricote les chaussettes. Donc elle laisse les aiguilles. Et on l'essaye avec les aiguilles, savoir si c'est assez haut, si c'est la bonne taille. Sinon, elle va en rajouter un petit peu. Voilà, on Traçard. Ce qui veut dire que sur 200 pages, vous divisez par 2, eh bien, on a, si Benjamin, enfance berlinoise, 32 séquences, Sarraute, enfance, 68 séquences, lui, on en a bien 90, c'est difficile à mesurer parce qu'il n'y a pas de table des matières, il n'y a pas de titre, tout se présente comme quelque chose de continu. Et comprendre que la longue continuité d'un texte, c'est l'assemblage polyphonique de ces suites de séquences monodiques qui, elles, sont totalement indépendantes les unes des autres. Et ça, c'est des principes, c'est-à-dire travailler dans l'écriture. Ça vaut pour Marcel Proust aussi. Dans la séquence de 10 pages, le narrateur invité chez les Swann. Et puis, il commence à parler à Bergotte. C'est la première fois qu'il voit Bergotte. Eh bien, on va découvrir, là, dans les 10 pages, sont dans les dîners chez Swann parlés à Bergotte, qu'on va avoir au moins 3 ou 4 conversations. Mais ensuite, il revient d'autres fois chez les Swann, mais ce sera d'autres choses. Et on aura condensé, là, sur ces 10 pages, la thématique, mais discussion avec Bergotte chez les Swann. Et la composition de Proust, si on le prend comme ça, comme suite de séquences, chacune extrêmement disjointe de la suite des autres, ce qu'il conçoit, lui, comme cathédrale, là encore, il y a une leçon énorme à comprendre pour la continuité. C'est-à-dire, quand ça s'assemble en continuité, en quoi c'est justement le discontinu des séquences qui produit l'impression d'avancer. Et ça, c'est vachement important. Alors, dans les 90 et quelques séquences de Traçard, évidemment, il y a tout ce qui recoupe, là, les peurs, les chambres, les cachettes.
on a fait une séance il y a 3 semaines sur la fièvre, ses souvenirs de maladies d'enfance. Ben, lui, c'est pareil. Ou la soupe au pain perdu du dimanche soir, à la panade, le pain trempé dans le bouillon. Ou retourner les assiettes pour verser la crème jaune, là, le dessert sur le fond de l'assiette sans en changer. Ben, juste on la retourne, on pose sur le dessus. Toutes ces choses-là qui sont évidemment parfaitement émouvantes. Mais ce n'est pas la question de l'émotion. On cherche bien au-delà, on cherche bien plus compliqué. Alors, sur ces questions, par exemple là, les manèges, il y a ça chez Sarraute, magnifique, il y a ça chez Walter Benjamin, il y a ça chez lui. Les animaux, la visite aux zoos chez Walter Benjamin, ben là c'est une ménagerie qui vient s'installer là, au Mans, à côté de Laval, où c'est ça, sur une place au Mans. Les éléphants étaient très hauts, nous serrés dans un couloir devant. J'ai dû demander à monter sur les bras un moment. Je devais avoir 4 ou 5 ans avant de voir un peu mieux. Puis ça fait même pas une page, le texte sur les éléphants. Donc ce thème des animaux, ça encore, tiens, peut-être qu'il faut qu'on trouve un moyen d'aller y voir. Mais on va aller y voir comme nous, on aime. Eh bien, là, juste avant les éléphants, c'est un texte peut-être encore dans le plus court, là, qui serait le plus court peut-être du livre, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 lignes. Irisé, un adjectif. Irisé, tel était mon bandoneon. Irisé, tel était mon bandoneon. Irisé, 1, 2, 3, tel était 3, mon un bandoneon. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Du carton souple, coloré qui revient comme irisé. On est passé de irisé à coloré, devait constituer le corps plissé qui se pliait et dépliait comme celui d'un accordéon, du bois, les 2 plaques hexagonales qui touchaient aux extrémités. C'est ça que j'appelle déconstruction. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans le rapport de l'enfant à son bandoneon. C'est comme là, Sarraute parlant du papier d'emballage, du carton sorti du papier d'emballage, du papier de soie à l'intérieur du carton, et là, le corps couché de la poupée et réminiscence de la poupée dans la vitrine avec le petit écriteau « Je sais parler ». Et là, lui, c'est cette déconstruction qui fait que l'objet, alors parler de l'objet, il y a des tas nous-mêmes, on a fait des tas d'exercices. Prenez Gertrude Stein avec son Tender Buttons, parler là d'une théière, d'une casserole, formidable, ce tendre bouton de Gertrude Stein. Un de ses premiers livres, évidemment, publié des décennies plus tard. Mais là, on n'est pas comme dans Francis Ponge, aller honorer l'objet en soi. On est dans se retirer de la relation à l'objet pour le laisser dans son hétérogénéité, dans sa fabrique, dans son disparate, dans sa mécanique et son fonctionnement, pour que ces rouages de fonctionnement, comme je vous disais, un enfant peut démonter un réveil matin, deviennent ce prisme ou ce kaléidoscope qui va permettre à l'imaginaire que l'objet devienne monde et que là, devant l'objet, l'enfant médite et soit dans ce monde. Par la médiation de l'objet qui peut être, au plus simple, qui peut être un bout d'écorce dans lequel on a taillé un bateau et ça suffit. C'est pas la question d'avoir un objet complexe, mais ça, c'est la leçon qu'on prend du Hodaladek de Kafka. Ce tout petit tricotin, une petite bobine étoilée, une petite bobine de fil étoilée sur laquelle on va glisser des restes de bouts de fil. Et ça devient ce truc mobile partout dans la maison et qu'on ne sait jamais où attraper.
Une lanière de cuir sous laquelle passait la main, des trous, j'imagine, devant lesquels, à l'intérieur, je ne sais quel système permettait que l'expiration produisît un son vibrant. Peut-être même pouvait-on moduler en mettant les doigts sur ces trous. Je me vois assis sur le tapis en limite de la chambre de la mère et de la mienne, actionner le soufflet dont les moires en bleu et rose se mouvaient sous le jour de la haute fenêtre derrière moi. Je retrouve mon sourire sur ces couleurs changeantes assez vives, du bleu au rouge, quoique satinée, elle me plaisait beaucoup, mais du petit instrument, le son, trop loin, ne parvient plus. Voilà. Ce que je vous propose, donc là j'ai choisi 3 textes parmi les 90 de Jean-Loup Trassard. Moyen aussi, toujours pareil pour moi, cette ambivalence, dire quoi lire, où lire, comment lire. Ben, c'est des œuvres que l'époque rejette sans cesse. Mais on les trouve sur Recycle Livre, Momox, et tous ces trucs-là, vous êtes habitués à les trouver pour 3 balles, 4 balles, avec un cachet de bibliothèque qui n'en veut plus. Profitons-en, et puis rendons-leur hommage à ces gens. Donc là, moi, aujourd'hui, c'est la séance Bandoneon de Jean-Loup Trassard. Mais quand je pose ce texte du bandoneon, par quoi ça commence? Un adjectif. Tiens donc, c'est compliqué les adjectifs. Vous savez que j'aime pas beaucoup les adjectifs. Vous savez que souvent on a fait, enfin il y en a dans mes cycles, comment écrire sans adjectifs, parce que tout d'un coup on comprend mieux leur rôle quand on n'a pas le droit de s'en occuper. Mais un texte qui commence par un adjectif, vous avez essayé déjà? Eh bien allons-y. Irisé, virgule, tel était mon bandoneon du carton soupe. Coloré, devait constituer le corps plissé, qui se pliait et dépliait comme celui d'un accordéon du bois et de plaques hexagonales qui touchaient aux extrémités, celles-ci munies de poignées. Vous voyez, là, il n'y en a plus. Une lanière de cuir sous laquelle plaçait la main et de trous, j'imagine, devant lesquels, à l'intérieur, je ne sais quel système permettait qu'elle... Il n'y en a plus. C'est-à-dire que irisé, coloré, plissé, cette séquence de 3 adjectifs dans la première phrase. Est-ce qu'on en a beaucoup de phrases là? On a 3 phrases. On a un triptyque de phrases dans le paragraphe. Si je prends la dernière, je retrouve mon sourire sur ces couleurs changeantes. Participe présent accordé, donc à valeur d'adjectif, mais couleurs changeantes, irisé, coloré, plissé, se ressembler dans un seul mot. Assez vive du bleu au rouge, quoique satiné. Irisé, coloré, plissé, satiné. Elle me plaisait beaucoup, mais du petit instrument, le son, trop loin, ne parvient plus. Trop loin, c'est valeur adverbiale, pas adjectif. Et il répète, le son, virgule, trop loin, virgule, ne parvient plus. Et nous, c'est ça. Voilà, c'est ma consigne. À vous de choisir. Se jouer. Le mot jouer suffit pas. La poupée de Sarraute, elle dirait pas un jouet. Walter Benjamin, ce qui l'émerveille pour ça, c'est mettre ses mains dans le fond de la boîte à ouvrage maternelle, et puis la tripoter, puis en sortir là. Ce qu'il y trouve. Pour Trassard, ce petit accordéon, évidemment, vous allez remplacer par ce qui, pour vous, était l'inducteur d'imaginaire, à condition qu'on démonte, qu'on éclate, qu'on prouve là la résistance hétéroclite multiple, comme le Odradek, c'est la petite bobine étoilée, plus les petits clous, plus les bouts de fil qui s'y attachent, chacun de tout embrouillé. Alors j'en ai mis 2 autres de Trassard. Là on n'est pas dans la poupée, c'est un âne en peluche, un magnifique âne à pédales qui paraissait énorme quand j'étais petit, quand la variation d'échelle. Alors, ça aussi, je pense qu'on en a tous dans les greniers, dans les souvenirs, dans les stockages, parce qu'on n'a pas le droit de les jeter, discussion compliquée. Il y a le petit truc à bascule, il y a le truc à pédale pour avancer, il y a le petit bout de chaîne, et puis à l'intérieur, une armature de fer. Quand je vous disais démonter les réveils, on les démonte, les ânes en peluche, oui, à l'intérieur, une armature de fer lui permettait d'être soudé sur un cadre métallique soudé,
où posaient ces sabots de feutre à ce cadre étaient fixés sur leur axe 4 roues de métal peintes en rouge. Vous voyez la précision, 4 roues de métal peintes en rouge. Eh bien, vous, allez-y dans cette précision. C'est froid, c'est dur, c'est mou, c'est abîmé, c'est cassé. 4 roues. Et c'est pas 4 roues, c'est 4 roues de métal peintes en rouge. Et si vous comprenez 4 roues de métal peintes en rouge, c'est plus la peine de continuer les ateliers d'écriture. Vous aurez tout compris. L'ensemble de la littérature. Je déconne là? Même pas. Enfin, un peu. Mais pas tant que ça. Et nanti d'un pneu plein, la peluche de couleur gris-beige solidement rembourrée faisait l'animal large et confortable. Je me souviens que sa tête n'était pas longue comme celle d'un âne, mais plus ramassée, plus joufflue. Cet âne était tout harnaché de cuir rouge. Tiens donc, le rouge qui revient. Bridon, graines et sel, les pédales tenaient lieu d'étrier. Alors ensuite, lui continue avec ce que je vous suggère de ne pas faire, c'est-à-dire j'étais au jeu, le poids se révélait utile, nous nous placions dans la descente vers la basse-cour, d'abord en face, etc., etc. Lâchant tout, nous posions vite les pieds sur le cadre, levions, écartions les jambes, pour que donc c'est les enfants qui jouent avec ce machin-là et qui vont le dézinguer avec joie, puisqu'a priori c'est pas du tout fait pour ça. Et puis j'en ai mis un troisième, juste après l'âne, en peluche, avec ses pédales et son cadre de fer, et ses 4 roues peintes en rouge. Vous voyez, c'est quand même pas rien aujourd'hui. Je vous propose un atelier qui a pour but de comprendre tout d'un seul coup ce qu'est la littérature. Un âne avec 4 petites roues peintes en rouge, 4 petites roues en métal peintes en rouge. Là, c'est le dragon. Alors, vous voyez mon irisé coloré plissé tout à l'heure du bandoneon. L'idée commençait par un adjectif. Lui, il n'en fait pas une systématique, c'est pas le genre maison. Donc là, c'est juste une proposition pour moi. Quelque chose qui, comme on fait toujours en atelier, c'est la responsabilité aussi de l'animateur, quel que soit le public, proposer un élément technique qui va permettre d'entrer dans la mécanique du texte, indépendamment là de l'inspiration, choix et tout ce que vous voulez. Occupons-nous de irisé, coloré, plissé, du scandale que ce serait de commencer le texte par un adjectif, et le reste viendra tout seul. Ben, lui, il ne le fait pas à chaque fois, mais regardez, le dragon, tombé sur le dos, écrase son aile dure, plissée, tiens donc, il y a plissé qui revient. Sa gueule semble plutôt visage, mais rongé. Deuxième adjectif, creusé. Troisième adjectif, plissé. Son aile dure, plissée. Sa gueule semble plutôt visage. La gueule d'un jouet, c'est un visage. Mais rongé, virgule, creusé, rongé, creusé, plissé, rongé, creusé. Avec ses pattes et une main, il s'agrippe aux jambes du Saint-Michel. Bon, c'est une figurine. Et cette figurine, l'enfant joue là avec quelque chose qui n'est pas un Playmobil, mais vous savez, dans les magasins de jouets, allez-y voir. Ils en vendent aussi plein de ces figurines. Je crois bien que c'est mon grand-père qui venait d'offrir à ma mère, sa fille, la statuette en bois. Donc, là encore, qu'est-ce qui impressionne le petit gamin? C'est que c'est pas un jouet à lui, c'est que c'est un objet à valeur de jouet, mais générationnellement, c'est son grand-père qui l'avait offert à sa fille, la fille du grand-père qui est la mère du narrateur. Là, on se comprend, c'est facile. Mais tout d'un coup, ce décalage générationnel, ce truc venu de l'armoire d'enfance, parce que c'était pas votre génération, le jeu vient d'un autre monde. Il n'y avait pas de plastique à l'époque. Et tout d'un coup, là encore, c'est ça qui génère le texte. Alors celui-ci, il fait quoi? Il fait 2 pages. Mais dans ces 2 pages, la séance, alors après, c'est que justement, est-ce qu'on attaque un texte en disant « Eh bien, je vais vous parler de mon grand-père ». Bon, Proust, il fait ça avec sa grand-mère, mais c'est pas une leçon, c'est pas une question. Lui, non, c'est que son grand-père, il l'appelait pas Jean-Loup Trassard. Le grand-père, il lui donnait un surnom, et le père Loup. C'est minuscule, mais non, c'est pas minuscule, cette question-là, parce que en parlant de comment le grand-père vous appelle, on a le biais pour aller installer de l'intime sans y toucher.
Et là, vous voyez, c'est pas ma proposition. Nous, on va parler que la petite figurine avec son aile brisée. Lui, c'est comment, là, le jour où le grand-père répare et recolle l'aile du dragon, se joue un moment de relation forte qui rapproche l'enfant de son grand-père. Comme par hasard, c'est à propos d'une figurine que lui, le grand-père, avait offert à la mère de l'enfant. Donc, là, j'insiste pas, c'est du commentaire idiot. Puis il y a ce truc, vous verrez à la fin, pour que ça ait l'air qu'on voit pas la réparation, il dit allez me chercher un peu de poussière, parce qu'il y a des servantes, on est encore dans ce vieux monde rural. Et la servante qui répond, mais il n'y a pas de poussière, monsieur, à la maison. Et ça n'empêche pas d'aller dans le grenier, dit Trassard, pour en récupérer un petit peu. Voilà ma proposition. Donc je vous donne 3 textes, pour moi, miraculeux, de Jean-Loup Trassard. Donc il y a le bandoneon, il y a le petit âne en peluche avec son cadre de fer et ses 4 roues de métal peintées en rouge. Et puis il y a cette petite figurine de dragon avec son aile brisée. C'est bien assez pour que vous... Alors prenez le temps, j'y insiste, allez vous mettre dans Odradek avant. Et le mystère que dans Odradek, il n'y a pas de narrateur, il y a ces voix plurielles. Le texte s'appelle « Le souci du père de famille », ça veut dire que le père à l'arrière, il reste l'être au père de Kafka, ou le verdict, il reste toujours l'enjeu, la cible, mais en attendant, on a juste ce petit truc-là de bobine étoilée avec ses fils. Et est-ce qu'on aurait pu travailler directement avec Odradek ? Probablement. Mais moi, je vous propose de lire Jean-Loup Trassard en se servant de la mécanique optique d'Odradek. Et dans ce texte bandoneon que je vous mets dans un petit extrait, ce texte de d'à peine 20 lignes, que ça commence par un adjectif. Irisé, la virgule. Et bonne semaine.